Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans notre calendrier de l'Avent 2025 de Baleine sous gravillon. Après un oiseau, l'engoulevent porte-étendard et le poisson revenant, avec ses yeux en forme de tube, et bien pour ce troisième épisode, j'ai eu envie de te parler d'un insecte, en l'occurrence la fourmi panda, qu'on surnomme, tiens-toi bien, la tueuse de vaches. Alors je te le dis tout de suite, c'est un de ces noms, et ça je raconte ça dans mon bouquin, tu sais, qui s'appelle Nomen, où je raconte les origines les plus incroyables des noms des espèces, et la fourmi panda, elle est dans ce bouquin. Et donc une partie de ce que je te raconte, tu pourras le retrouver dans ce bouquin, Nomen, les origines des noms des espèces. Bref, donc le truc le plus frappant de cette fourmi panda, c'est qu'en fait c'est pas une fourmi, c'est encore moins un panda bien sûr, c'est une petite guêpe sans ailes, qu'on trouve en Amérique latine, où j'ai habité pendant 6 ans. J'ai habité pendant 6 ans au Chili, donc c'est un insecte que j'ai pu voir là-bas. Par souci d'exotisme, d'inédit et de mise en avant du plus petit que soit, on va aborder ce nouveau rivage de la biodiversité avec cette petite fourmi qui s'appelle Euspinolia militaris, qui mesure 8 mm et dont la femelle est dépourvue d'ailes. Je t'ai dit que c'était une petite guêpe sans ailes. Alors effectivement, il n'y a que la femelle qui n'a pas d'ailes. Et son nom de genre, Euspinolia militaris, lui a été donné en hommage à un entomologiste italien du 19e siècle, un marquis, figure-toi que c'était un marquis, qui s'appelait Massimiliano Spinola. Voilà. Quant au militaris, il illustre un peu son côté commando, tu vois, guerrière, et tu vas pas tarder à comprendre pourquoi. Tout est déconcertant chez cette espèce. D'abord, elle fait partie d'une famille qui s'appelle les Mutilidés, une famille qui est surnommée les guêpes de velours, les velvet wasps en anglais. Alors, le nom français des Mutilidés vient d'un mot latin qui signifie, tu l'as peut-être deviné, mutilé, en référence aux femelles qui sont dépourvues d'ailes. Je te l'avais déjà dit. La plupart des 7000 espèces de mutiles, c'est leur autre nom, sont recouvertes aussi d'une fourrure rouge, orange, noire, blanche, argentée, dorée, de toutes les couleurs, des couleurs souvent vives, et tu vas voir que ça s'explique et que ça a une importance. Comme souvent dans le vivant, ces couleurs vives, en fait, elles ont une fonction d'avertissement. Les scientifiques parlent de signaux aposématiques, c'est un mot savant qui veut dire ça, dont le rôle est d'alerter, d'informer et surtout de dissuader les prédateurs que leur client, avec des guillemets, il est toxique, il est dangereux. Donc seuls les prédateurs juvéniles font l'erreur, font la faute, ils risquent de la croquer, et par contre les adultes, ils filent fissa au lieu de jouer les héros ou les goinfres, parce que ces guêpes-là, le fait qu'elles soient très visibles, c'est le signal qu'il ne faut surtout pas y toucher. Donc cette fourmi panda, elle a été découverte en 1938 dans les forêts chiliennes de la région de Coquimbo, dans le nord très sec de ce pays andin, où, comme je te l'ai dit, j'ai travaillé pendant 6 ans comme guide d'expédition de montagne. Et depuis, on l'a aussi repérée au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Elle n'est pas que... elle est originaire du Chili, mais il semblerait qu'elle ait été ramenée d'une manière ou d'une autre dans ces pays-là. Comme beaucoup d'abeilles et de guêpes adultes, la fourmi panda mature se nourrit de nectar. Elle est donc pollinisatrice, donc utile. Les mâles sont nocturnes, tandis que les femelles sont plutôt actives pendant la journée. Encore une différence mâle-femelle. Et c'est pas la seule différence de taille. Comme chez les autres espèces de mutiles, donc mutile, il y a 2 ailes. Je ne sais pas si on dit mutille d'ailleurs ou mutile. Mais en tout cas, le monsieur, il est beaucoup plus gros que madame. Et surtout, ça je te l'ai déjà dit, il est ailé. Et donc, c'est rigolo, pendant l'accouplement, le mâle emporte littéralement la femelle au 7e ciel. Au-delà de cette différence, les mâles et les femelles ont un étonnant point commun, leur exosquelette blindé. Chez les insectes, à l'inverse des vertébrés, le squelette il est externe et non pas interne, comme chez toi, comme chez moi, comme chez l'humain. Et ce qui est incroyable, c'est que l'exosquelette de toutes les fourmis de velours est dur comme du Kevlar. Certains entomologistes se sont étonnés des difficultés à les percer avec une épingle d'acier, tu sais, pour les fixer dans les boîtes de collection que tu as peut-être pu voir dans certains musées parfois. Cette armure blindée leur permet, d'une part, de mieux conserver l'humidité dans les régions sèches où elles vivent, mais surtout d'envahir le nid de leurs proies, en fait, qui sont d'autres guêpes, mais aussi des abeilles solitaires, comme elles, sans être transpercées par leur dard. Et oui, comme tant d'espèces sur Terre, les mutiles sont des parasites.
Une fois dans le nid de l'hôte, la fourmi panda pond un œuf qui va dévorer sa larve. La cousine européenne de la fourmi panda, Mutila europea, est l'une des rares espèces qui osent s'attaquer aux abeilles sauvages sociales, comme les bourdons du genre Bombus, ce gros nounours noir à l'abdomen entouré d'anneaux orange et blanc. Tu sais qu'on voit vraiment partout, tu as dû en voir, tu sais, c'est qui fait un vrombissement très caractéristique. Donc pour pondre, les mutiles femelles utilisent une seringue, avec des gros guillemets qu'on préfère appeler en science l'ovipositeur, ou la tarière. Et l'usage de cette seringue, il est double. Il sert à piquer, donc comme chez toutes les abeilles et les guêpes, seules les femelles peuvent piquer et faire mal. Les mâles en sont incapables puisqu'ils sont tout simplement dépourvus de dard. C'est pareil chez les abeilles, c'est pareil chez ces animaux, ces insectes qui piquent. La piqûre de la fourmi panda, elle est terrifiante, à tel point que les Chiliens l'ont surnommée la tueuse de vaches, la mata-vacas, la matadora des vacas. Certains prétendent qu'une dizaine de piqûres suffirait pour tuer un gros animal, dont un humain. Mais je dois reconnaître que mes anciens compatriotes chiliens sont un peu marseillais parfois, donc pas de panique. En fait, comme beaucoup d'insectes, les mutilidés ne sont pas du tout agressifs. Ils ne piquent que pour se défendre. Et donc, pour tester leur réputation auprès de leurs prédateurs, qui sont surtout des oiseaux, eh bien, des scientifiques ont eu l'idée de peindre des vers de farine en noir et blanc, et donc de les déguiser en fourmis panda, si tu veux. Et le résultat est étonnant. Aucun de ces vers de farine peinturlurés en noir et blanc n'a été touché, n'a été consommé, choisi par les oiseaux, alors que tous les autres vers normaux, eh ben, eux, ils ont été picorés. Conclusion, les oiseaux savent très bien qu'ils doivent éviter ces petites terreurs de velours. Mais ce n'est pas tout. Les fourmis pandas sont ceinture et bretelles. Outre le déguisement aposématique d'alerte plutôt voyant dont je t'ai déjà parlé, elles sont capables d'émettre un stridulement d'avertissement en cas de danger, un peu comme un serpent à sonnette. Et c'est un signal de plus pour les prédateurs juvéniles ou naïfs. Attention, me dérange pas, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Pour finir cet épisode, je voudrais te raconter que les fourmis, on le sait peu, sont des cousines des guêpes et des abeilles. La confusion entre une fourmi et une guêpe peut paraître énorme, mais elle n'est pas si ridicule que ça au final. Parce qu'en effet, les fourmis sont des cousines des guêpes et des abeilles. Avec les symphytes, de drôles de zigues dépourvues, tu sais, de la fameuse taille de guêpe, tous ces insectes font partie d'un même ordre qui s'appelle les hyménoptères. Tu sais, les insectes pourvus d'ailes mariées. Hymen en grec, c'est un mot qui veut dire mariage. Et donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les abeilles ont 4 ailes et elles sont attachées par paires. Donc, hyménoptères, c'est tous ces insectes qui volent avec des ailes mariées qui sont accrochées par paires. Et donc, tu vois, les hyménoptères, c'est quand même 150 000 espèces. C'est beaucoup d'espèces. Je te rappelle qu'il n'y a que 6 500 espèces de mammifères et 11 000 espèces d'oiseaux. Donc, tu vois qu'il y a plus de 10 fois plus d'espèces d'hyménoptères que d'oiseaux, par exemple. Alors, que signifie hymen ? Eh bien, en plus de ce que je t'ai dit, mariage, ça désigne la fine membrane qui, chez de nombreuses espèces de mammifères, dont la femme, ferme en partie l'ouverture du vagin. Alors, toutes les femmes ne possèdent pas nécessairement un hymen, et autrefois, dans certaines sociétés très chastes et très rigoristes, eh bien, on vérifiait que les jeunes filles avaient un hymen intact pour pouvoir les marier. C'était une preuve de virginité. Donc tu vois, ce mot hymen, il vient d'une racine indo-européenne qui signifie coudre, joindre. Et dans les mythologies romaines et grecques, Hymen, c'était aussi le dieu du mariage, le fils de Bacchus, ce fêtard de Dionysos, et de Vénus, Aphrodite, la déesse de la beauté. Alors pourquoi ce nom hyménoptère ? Eh bien, tu l'as deviné, c'est parce que leurs ailes sont mariées. Chez beaucoup d'espèces, les 2 paires d'ailes avant et arrière sont reliées par de petits crochets qu'on appelle des amulis, H-A-M-U-L-I, les amulis. Et donc en vol, si tu veux, la frange d'une aile qui est munie de ces petits crochets, eh bien, elle se fixe dans une gouttière de l'aile d'en face. Et c'est comme ça que les 2 ailes s'accrochent l'une à l'autre, mais qu'elles peuvent aussi se séparer. Elles peuvent se séparer. C'est un système un peu comme le velcro que tu peux accrocher, décrocher. Et donc grâce à ce système amovible, et tu vois là ce que je viens de te dire c'est très important parce que lorsque le vol est terminé, eh ben, l'insecte peut, en décrochant là, les petits crochets, eh ben, il peut replier ses ailes. Et ça c'est très utile dans une ruche où il y a 40 000 abeilles ou dans un tunnel très étroit, dans le cas des guêpes et des abeilles qui sont solitaires. Tu vois, c'est très utile de pouvoir replier ses ailes. C'est un ingénieux mécanisme qui permet d'optimiser le vol, mais aussi le rangement des ailes qui sont fragiles, tu t'en doutes, et encombrantes. Chez les libellules, par exemple, il n'y a pas ça. Donc les libellules, tu t'en doutes, elles ne peuvent pas replier leurs ailes.
Chez d'autres ordres d'insectes très connus, comme les lépidoptères, donc les ailes écailleuses, tu sais, ça désigne tout simplement les papillons, les lépidoptères ce sont les papillons, eh bien il y a le même système d'accroche des ailes, tu vois, c'est émouvant. D'une famille, d'un ordre à l'autre d'insectes, on retrouve des adaptations qui sont les mêmes. Chi sarà, e come sarà giunto, chi dirà, chi amerà, butterfly dalla lontana. J'en ai fini avec cet épisode, ce premier épisode sur les insectes du calendrier de l'Avent de Baleine sous Gravillon. Je te retrouve très vite pour la suite. Cette fois-ci, je vais te parler d'un incroyable mammifère qui a des piquants, qui n'est pas un hérisson, qui s'appelle le tenrec zébré. Tu vas voir qu'il a 1000 caractéristiques de dingue, dont celle de faire de la musique avec ses épines. Je te donne rendez-vous très vite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.